Marie, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, je veux bien me présenter en quelques mots. Je m'appelle Marie, l'huissier. Je suis, euh, je suis mathématicienne de formation et conteuse de profession. Quand je dis que je suis conteuse, c'est pas au sens où l'entendent beaucoup de conteurs, parce que j'ai pas beaucoup de liens dans mon activité professionnelle avec le conte traditionnel. C'est vraiment, je suis conteuse parce que je raconte des histoires, mais je raconte des histoires que j'invente, que j'écris, enfin que j'écris pas forcément, mais bref, que j'invente, et, euh, et qui sont toujours en lien avec les mathématiques et qui sont vraiment mon point de départ, c'est vraiment une envie de partager une vision des mathématiques et notamment une vision sensible et incarnée dans dans les motivations, les émotions, enfin voilà, dans des humains. Voilà, donc ça m'occupe une bonne partie de mon temps professionnel de faire ça. Et donc, du coup, j'étais particulièrement intéressée par ce projet de Mitémat qui essaye d'explorer non pas des histoires qui sont créées ad hoc avec beaucoup de maths dedans parce que c'est ça qu'on a essayé de faire, mais qui sont du répertoire traditionnel et de voir qu'est-ce qu'il y a, où est-ce qu'on trouve des mathématiques, des traces de mathématiques, des analogies, enfin plein de choses qui sont en rapport avec les mathématiques dans le répertoire oral pas dédié, quoi. Voilà, voilà, je ne sais pas si ça répond à peu près. Merci. Merci beaucoup, Marie. Alors, je vais rappeler le titre de notre webinaire aujourd'hui. C'est Jouer, apprendre, imaginer les mathématiques. Donc, je vous rappelle que ce projet est un projet Erasmus qui existe et qui se déroule depuis 2 ans. Nous approchons à la fin du mois de mars de son terme en matière d'élaboration du projet, mais naturellement, il continuera à grandir et à s'enrichir d'histoires et de contributions mathématiques, nous l'espérons, dans les années à venir et de retours d'expérience aussi d'enseignants qui commencent à être intéressés pour s'engager à le faire dans leur classe et pas seulement une fois, mais de manière plus répétée, régulière, sur des temps assez longs, de manière à pouvoir petit à petit construire, construire et partager des retours d'expérience sur cette approche des mathématiques à partir du conte. Marie, est-ce que tu veux bien nous présenter les 3 niveaux de démarche, compétences et notions qui sont qui tissent ensemble le projet Mythémat? Avec grand plaisir. Euh, et bah, du coup, on s'est dit qu'il y avait des liens forts, enfin, il y avait des liens entre les contes et les mathématiques, entre certains contes et les mathématiques, et que ces liens, ils étaient de nature différente. Et du coup, on a vraiment voulu les différencier. Il y a des liens, parce qu'il y a vraiment des maths dans les contes, il y a des notions mathématiques, il y a des contes qui parlent d'arithmétique, de division, de partage, il y a des contes qui parlent de logique, des contes qui parlent de formes géométriques. Enfin bref, il y a des notions mathématiques dans les contes. Donc ça, c'est le niveau le plus, on va dire, le plus évident. Il y a un deuxième niveau, c'est que bah, les contes, c'est pour ça qu'on les aime. Ils parlent, enfin, ils fournissent des images pour illustrer plein d'aspects de la vie. Il y a des images, des illustrations, des enseignements dans les contes qui nous ont semblé être applicables aussi aux mathématiques, pas que, mais aussi aux mathématiques. Et que, bah, en fait, les héros des contes, ils ont des problèmes qu'ils doivent résoudre. Et ça, c'est un point commun qu'on a avec les mathématiques, c'est que, bah, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui nous résiste et comment on s'y prend et de quoi on a besoin à la fois intellectuellement, cognitivement, mais aussi émotionnellement. Enfin, voilà, de quelles ressources on a besoin, quelle attitude on peut adopter, quelle stratégie on peut adopter. Donc voilà, par exemple, un exemple c'est celle du petit pousset qui sème des cailloux. Bon, bah, ça peut être une illustration de beaucoup de choses, mais ça peut en particulier être une illustration de, du fait qu'en mathématiques, bah, on laisse des traces pour savoir par où on est passé, qu'est-ce qu'on a fait, revenir en cas d'erreur, pouvoir revenir en arrière, retrouver la trace, etc.
Cette analogie, d'ailleurs, je crois, a été repérée par Christian Mercat, qui est avec nous ce soir, et que je trouve très parlante. Bref, voilà. Donc là, c'est pas spécifique aux maths, mais on s'est dit que ça pouvait éclairer vraiment de manière intéressante euh, tout l'aspect euh, personnel de la démarche mathématique. Et enfin, le dernier niveau, c'est que on s'est dit que dans les contes, enfin, le fait de raconter ou d'écouter un conte, ça mettait en jeu, ça demandait des compétences, des capacités cognitives qui sont communes aux mathématiques, principalement parce que dans les deux cas, il faut créer un monde intérieur, il faut vraiment modéliser, il faut fabriquer une image, un monde intérieur de quelque chose qui n'est pas la réalité et structurer, être capable de structurer, de jouer avec, de visualiser, de traiter ce monde intérieur et ensuite de le recommuniquer et que ça demande le même type, enfin, pas exactement, mais il y a plein de capacités qui sont communes à faire des maths et à raconter ou écouter un conte. Et voilà, et donc on a essayé de trouver des contes qui particulièrement euh, partageaient beaucoup avec les maths, que ce soit dans la structure logique de la pensée ou la visualisation géométrique, spatiale des nombres, des quantités, etc. Voilà, les trois niveaux, donc c'est notions mathématiques, démarche en termes d'analogie, et puis compétences cognitives communes. J'espère que je suis pas trop longue dans ma réponse. Ah, pas du tout, c'est parfait. C'est vraiment très chouette parce qu'au contraire, tu déploies pour nous toutes les nuances hein, avec lesquelles on peut se promener à travers ce projet et à travers les outils. Alors, quand on appréhende les mathématiques, il y a une dimension ludique qui est évidente d'un certain côté. Pas pour tout le Euh, monde, pas malheureusement, mais Pas pour tout le monde, mais quand même, quand on pratique les mathématiques, quand on est entouré de mathématiciens, on se rend compte qu'il y a vraiment une euh, l'omniprésence, en tout cas de ce qui est en jeu, c'est le cas de le dire, dans les mathématiques, dans le jeu. Voilà. Et il y a la même chose aussi, il y a cette dimension du jeu dans le conte. Mais ce soir, on va voir comment les jeux d'imagination, les jeux de stratégie se déploient, quel rapport s'établissent entre les contes et les maths à travers le jeu, quels sont les points communs. Et pour commencer, je te propose, Marie, d'appréhender la dimension de l'apprentissage et des gestes d'apprentissage. oui, c'est une invitation à parler, ça. C'est ça. Oui, Ok. Et ben, je pense que c'est assez. Enfin, moi, je trouve ça assez chouette de voir notamment chez des jeunes enfants qui n'ont pas encore une idée très formelle de qu'est-ce que c'est apprendre, qu'est-ce que c'est quelque chose de scolaire, que apprendre c'est à l'école, que l'école c'est comme ci, comme ci, comme ça, mais que il y a vraiment dans l'apprentissage, il y a vraiment quelque chose de très répétitif, de très désintéressé, d'actif, et à la fois qui est vraiment basé sur le plaisir, sur la curiosité, l'envie, le fait que c'est stimulant. Et puis, et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup dans le jeu. Enfin, pour moi, quand ça joue, quand quelque chose est en train de jouer, c'est pas forcément un jeu avec des règles formelles. On est dans le jeu quand c'est gratuit, que c'est un espèce de cadre hors de la réalité. C'est pas la réalité, et c'est cadré. On connaît les limites du jeu. Elles peuvent être plus ou moins strictes dans un jeu avec beaucoup de règles, beaucoup très contraints ou beaucoup plus larges, mais on est quand même dans un cadre et dans un cadre qu'on contrôle et on est dans un endroit qui est plaisant et stimulant et souvent, pas toujours, mais souvent assez répétitif. Les jeux, on rejoue les mêmes gestes, on refait les mêmes gestes, on revient aux mêmes endroits. Et il y a ce truc on n'est pas dans la réalité, on est dans un peu plus petit cadre qu'on contrôle, qui est stimulant et où on peut répéter, répéter, répéter et où c'est gratuit, c'est désintéressé, il y a rien à gagner en dehors du jeu. Bon, ça, après, ça peut
Après, le jeu peut être associé à des récompenses extérieures, etc. Mais je trouve qu'intrinsèquement, dans le jeu, il y a quelque chose de très gratuit comme ça. Et ça, on le voit que, ben, je pense que c'est assez clair pour tout le monde que ça a beaucoup de liens avec l'imaginaire et les histoires, voilà, de se faire plaisir avec des mondes, ah, si on jouait à ceci, cela. Mais ça a aussi beaucoup de rapports avec les maths, et notamment les gens qui aiment les maths et qui vont spontanément dans des activités mathématiques, dans des attitudes mathématiques. En fait, ils appréhendent les maths comme ça. C'est vraiment un petit monde où on contrôle bien et où en fait on peut faire des choses qui sont hyper stimulantes et plaisantes intellectuellement, cognitivement, on peut les faire, les refaire et le plaisir de faire des maths est vraiment très proche du plaisir du jeu pour, je pense, beaucoup de gens. Voilà. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment le ressort de l'apprentissage, c'est celui-là. Euh, Écoute, moi, ça me fait penser à dans cette dimension de la répétition, et puis tu parles du plaisir. C'est vrai que quand on observe les tout jeunes enfants dans leur tout premier apprentissage, par exemple, du langage, il y a vraiment une jubilation. Donc voilà, c'était juste cette petite chose que je voulais rajouter parce que c'est quelque chose qui fait partie du moteur d'apprendre, ce plaisir ressenti à découvrir, à trouver, à chercher. Juste et à répéter les réponses. Et maintenant, je veux bien que tu abordes avec nous comment les maths développent un petit monde hors de la réalité. Ben, en fait, les maths, moi j'ai envie de dire que les maths ne parlent enfin, ne sont pas du tout réelles. Il y a rien de réel dans les maths. On a l'impression que justement enfin, on dit toujours enfin, les maths sont partout et que justement les maths c'est ce qui s'est opposé à l'imaginaire, à l'intuition, à la créativité. Mais en fait, intrinsèquement, quand on regarde des objets mathématiques, il n'y a pas un seul objet mathématique qui soit réel et qui existe. C'est vraiment des pures structures mentales. Ce sont des objets complètement abstraits et qui ont un lien avec la réalité. Et typiquement, par exemple, ça, euh, c'est ma main. Ma main, je ne sais pas si vous la voyez, mais je peux dire que ça, j'ai envie de dire que c'est 5. Et 5, c'est un nombre, ça ne veut rien dire 5. 5 n'existe pas. Et le fait de remplacer ma main par un pur nombre, eh ben, ça, c'est pas 5, c'est ma main. Mais ce jeu-là de remplacer des vrais objets, des objets physiques, des situations du monde réel par des structures qui sont complètement abstraites, eh ben, ça fait que quand on fait des maths, on, on, on transforme comme ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation, on transforme la réalité dans des structures, des objets purement abstraits et qui ont des liens très forts. Et en plus, ces objets, ils ont la chance, contrairement à la réalité, d'être très bien définis. C'est-à-dire que ça, je ne suis pas capable de le définir. Ma main, enfin, je veux dire, la réalité est enfin, est impossible à définir. On ne sait rien définir de quoi que ce soit qui nous entoure, alors que les objets mathématiques, on sait les définir, on sait les définir entièrement. Et donc, on connaît, c'est comme les maths, c'est comme un jeu où on connaît absolument toutes les règles, tout est écrit. Et, euh, et voilà, et en fait, donc là, j'ai pris un exemple extrêmement basique de abstraire un ensemble d'objets par un nombre, mais ça, on peut le décliner avec sur des exemples de plus en plus complexes. Par exemple, typiquement dans le projet, il y a un Mitémath, il y a un conte qui reprend la modélisation. En fait, le conte, c'est la modélisation du problème des ponts de Königsberg. Donc, en fait, c'est la ville de Königsberg qui maintenant est Kaliningrad. Bon, bref, je sais plus. Euh, et où il y a une île et des ponts. Et la question, c'est est-ce que c'est possible de faire une promenade qui passe une et une seule fois par chaque pont? Donc ça, c'est un problème une question de la vie réelle. Est-ce que je peux faire cette promenade? Et en fait, pour réfléchir, bon, on peut essayer, on n'y arrive pas, mais c'est pas parce qu'on n'y arrive pas que c'est pas possible, c'est juste qu'on s'est pas bien pris. Et donc, pour vraiment dire, mais en fait, ce n'est pas possible, on peut pas juste essayer et ne jamais y arriver. Ça prouve peut-être juste qu'on est
très mauvais. Donc, il faut vraiment prendre ce problème et le transformer en quelque chose qu'on maîtrise absolument. Et donc là, ces problèmes-là, ils ont donné naissance, c'est le problème qui donne naissance à la théorie des graphes, c'est-à-dire qu'on a représenté chaque berge ou chaque île par un point et chaque pont par une arête. Et donc, on n'a plus la ville, on a vraiment un ensemble de points qui sont reliés par des arêtes et on a ce qu'on appelle un graphe et il est entièrement défini. On peut se poser des problèmes sur les graphes et voilà, et donc on a transformé, enfin on joue dans un petit endroit, dans un petit endroit un peu hors de la réalité. Alors justement, à partir là, ce que tu viens d'esquisser sur ces mondes avec lesquels on peut jouer, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur euh, quel est le cadre qui permet d'exercer cette maîtrise, cette exploration et quelles sont les similarités entre le conte et les mathématiques dans ce cadre, si on peut, est-ce qu'on peut comparer des cadres ou pas entre l'exercice des mathématiques et l'exercice des contes? Je pense que dans les deux cas, il y a pour beaucoup de gens, je ne veux pas parler pour tout le monde parce que je sais que les gens sont très différents à cet égard et c'est quelque chose qui a un petit peu été traité dans le projet, mais je pense que pour beaucoup de gens, la visualisation, elle, elle joue un grand rôle. C'est-à-dire que bah, en fait, pour se repérer dans un conte, on va vraiment visualiser les espaces, les personnages, les points importants, la structure du conte. C'est ça qui va nous permettre de, même si on redit pas toujours le conte pareil, de jamais se perdre dedans. Enfin, et en mathématiques, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent par, en visualisant d'une manière ou d'une autre les structures avec lesquelles ils jouent. Donc ça, je pense que c'est un cadre commun. Après, je ne sais pas s'il y a forcément énormément de cadres qui sont nécessairement communs. J'ai plutôt l'impression que en fait, c'est vraiment des choses qui pourraient se partager et qui, si on amène enfin, si on amène du jeu dans les mathématiques, ou si on amène des histoires, enfin, si on mélange ces choses-là, eh ben, ça peut enrichir. Mais c'est pas forcément des choses qui sont structurellement partagées, je dirais. On peut très bien faire des maths sans jouer et sans histoire. On peut faire des histoires qui jouent pas beaucoup et qui n'ont rien de mathématiques. On peut faire des jeux où il y a peu de narration et pas de maths, ça je suis pas sûre, peut-être. Et vraiment on peut mêler ces trois choses deux à deux et même trois à trois, enfin, et même les trois ensemble. Mais je dirais que c'est vraiment des possibilités de, de mise en commun, de trouver des terrains communs, des choses où à la fois c'est des maths et ça joue, où à la fois c'est des maths et ça raconte, où à la fois ça joue et ça raconte, ou à la fois les trois. Et que c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver des ponts, des terrains communs. C'est pas forcément des cadres, je dirais, qui sont absolument partagés, enfin, nécessairement. Merci, merci Marie. Euh, Lorsqu'on a préparé cette rencontre, on a évoqué ensemble, enfin, tu t'as ramené une moisson Mm. d'approches et de jeux qui justement venaient parler de cette dimension ludique dans les mathématiques. Est-ce que tu veux bien nous en parler, s'il te plaît? Ah, oui, d'accord. Alors, bah, je me suis dit, en fait, je me suis d'abord concentrée sur le lien entre jeu et mathématiques, donc pas forcément en incluant les comptes, mais, en fait, les jeux ont beaucoup de rapport. Enfin, on a dit tout à l'heure que le fait de faire des maths avait beaucoup de rapport en termes de sensations et d'expérience avec le fait de jouer, enfin, symétriquement, il y a beaucoup de jeux qui ont beaucoup de maths à l'intérieur. Euh, et voilà, donc j'ai essayé de catégoriser un petit peu les types de jeux. D'abord, il y a des jeux qui sont pas vraiment des jeux, mais qu'on observe en tant que jeu chez des enfants assez jeunes souvent. C'est qu'en fait, juste, bah, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais que
le fait de faire certaines actions mathématiques est tellement ludique qu'ils le prennent comme un jeu. Typiquement, vous donnez un mètre ruban à un enfant, s'il ne connaît pas l'objet et vous lui montrez comment il peut mesurer, bah, il y a des chances qu'ils se mettent à tout mesurer et mesurer, 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 et ça va devenir un jeu de mesurer, mesurer, mesurer. Et donc, il y a des jeux comme ça qui sont très élémentaires, notamment chez les jeunes enfants, de compter, de nommer, de mesurer, voilà, en fait, être capable de compter les choses, c'est un jeu au début, quand on découvre les nombres. Et, euh, et voilà, et donc il y a des actions mathématiques qui peuvent être juste des jeux sans rien rajouter. Ça, c'est un peu des jeux élémentaires. Après, dans les jeux de société, enfin, quand on pense maths et jeux, on pense souvent aux jeux de société, parce que les jeux de société, c'est souvent des jeux de pensée logique, de stratégie. Il y a des questions de chemin de possible, d'embranchement de possibilités, d'optimisation, de développement. Il faut évaluer des probabilités souvent pour savoir est-ce qu'il risque d'arriver ça, est-ce qu'il y a plus de chances que ça se passe comme ci, comme ça, qu'est-ce que je vais faire pour recouper des informations. Il y a des jeux de logique géométrique, etc. Voilà, on pourra en donner plein d'exemples. En autre type de jeu, il y a des jeux de construction, donc des jeux par exemple, les Capla, les Lego, etc. C'est des jeux qui jouent beaucoup sur la géométrie, en fait. C'est des jeux où il faut visualiser L'espace. l'espace et puis les structures qu'on est en train de faire, des questions d'équilibre, de géométrie, de volume, etc. Après, il y a des jeux, bah, les jeux collectifs et les jeux en plein air. Euh, c'est souvent des jeux qui ont un rapport avec l'espace. Il faut conquérir l'espace, il faut maîtriser l'espace, il faut progresser dans l'espace avec une balle, sans balle. Enfin, que ça peut aller de une partie de foot à un, deux, trois soleils. Et cette question d'espace, bah, c'est aussi une question à la fois de géométrie, mais de stratégie souvent à plusieurs, pas forcément. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très mathématiques là-dedans. Enfin, quand on regarde la dynamique, c'est vraiment ouais, c'est vraiment de la structure en mouvement. Donc, ça fait partie de Hmm. ce qu'on appelle les systèmes dynamiques en, en maths. Comment les choses bougent les unes en fonction des autres au cours du temps. Euh, donc et puis après, il y a encore temps. Et après, en fait, on pourrait inventer, retrouver plein, plein, plein de jeux qui rentrent pas dans une de ces grandes catégories, mais qui sont très mathématiques. Par exemple, si on fait des chasses au trésor, eh ben, il y a il y a des questions souvent de code, il y a des questions souvent de plans, de s'amuser à chercher des choses avec la question 2D, 3D, de chercher à partir d'un plan d'une carte au trésor. Des devinettes, par exemple. Les devinettes, c'est si je pense à quelque chose et que vous devez trouver ce à quoi je pense en me posant des questions, je dois répondre par oui ou par non. Bah là, c'est des questions de catégorisation, de classification, de déduction. Euh, il y avait un autre jeu auquel moi j'ai joué pendant des heures quand j'étais petite. Il y a des jeux qui sont très élémentaires. C'était de fermer les yeux et de me laisser promener à travers toute la cour de récréation et à la fin et d'essayer de continuer à faire mentalement le chemin, à faire bouger mon environnement pour qu'il suive vraiment les mouvements que je faisais. Et à la fin, avant d'ouvrir les yeux, essayer de deviner quelle était l'image, où est-ce que j'étais et quelle était l'image en face de moi. Bon, j'y arrivais pas trop, mais surtout quand la promenade était longue. Mais ça, par exemple, c'est un jeu qui est, en fait, enfin, moi, je trouve hyper mathématique. C'est vraiment faire tourner l'espace et faire concorder les informations. Voilà, enfin bref, il y a plein, plein, plein de jeux vraiment de tout type. Souvent, on pense jeux de société. C'est normal, ils sont très, très, très mathématiques, mais en fait, on peut trouver des maths dans plein de jeux très, très différents. Hmm. Euh, Quel est l'enjeu à remettre du jeu pour toi dans l'apprentissage des mathématiques? Puisque justement, tout ce que tu élabores autour de ces contes que tu inventes pour transmettre les mathématiques et les ateliers qui suivent aussi ces spectacles, ces ateliers que tu cisèles, tu as dû au fil du temps développer une réflexion vraiment spécifique par rapport à ça, et quelle est-elle? Ben, moi, j'aime bien l'idée de...
j'aime bien l'idée du truc un peu gratuit. C'est-à-dire que les maths sont beaucoup, beaucoup associées à des questions enfin, c'est très peu gratuit, quoi, les maths à l'école. C'est des questions. Déjà, on nous présente les maths comme quelque chose d'utile parce que c'est utile pour plein de choses, ça s'applique dans plein d'endroits, etc. Donc, déjà, faire des maths, c'est vraiment parce que c'est très utile. Donc, déjà, il faut faire des maths parce que c'est utile. Et puis, en plus, personnellement, il faut faire des maths parce que c'est ça qui va prouver que tu es intelligent. Ensuite, c'est ça qui va te permettre d'avoir accès, d'ouvrir les bonnes portes pour avoir accès à ta. Donc, il y a des tas d'enjeux qui font que ça devient un truc très lourd et pas du tout. Enfin, il y a énormément d'enjeux qui sont mis sur les maths à différents niveaux, Oui, il y a beaucoup de pression, hein. beaucoup de pression et, 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 et je me dis que ça. Enfin, je pense que c'est ça qui est à l'origine de beaucoup, beaucoup de blocage et de manque d'intérêt et que en fait enfin, l'intérêt on donne du sens, c'est pas parce que les choses sont utiles qu'elles ont du sens. Elles ont du sens parce qu'elles ont du sens pour nous de manière plus intime que leur utilité pour. Enfin, le sens, il est très intime et du coup, je trouve que bah, le fait de passer par les histoires, par le jeu, en essayant de dire en fait, on va faire un endroit qui est ouvert à tout le monde, qui est sans enjeu, où il n'y a pas d'évaluation derrière, où il n'y a pas d'attente, où en fait les gens ils sont pas là pour réussir, ils sont pas là pour bien faire, euh, ils sont pas là pour progresser. Enfin, ce truc de on est juste là pour passer un bon moment et tout le monde. Et il y a vraiment un truc de tout le monde. Enfin, je veux dire, je veux pas dire que tout le monde aime les mêmes jeux que moi ou tout le monde aime les histoires que je raconte, mais il y a pas d'exclusion a priori de bah si t'aimes pas les maths, tu vas pas aimer ça parce que bon, c'est quand même pour les maths. C'est vraiment, je trouve que c'est intéressant d'avoir des propositions qui sont très, très, très ouvertes, dans le sens où même des gens qui sont pas vraiment pas attirés par les maths peuvent rentrer dans cette proposition-là et que cette proposition, elle soit ouais, Plus sans enjeu. d'inclusivité. Ouais, Ouais, plus d'inclusivité avec moins de pression et plus c'est ça. d'ouverture. C'est Mm, ça. mm. C'est ça. Et je pense que c'est un enjeu qui est très fort parce que déjà, on mérite pas, enfin, je veux dire, personne mérite de se sentir aussi mal vis-à-vis d'une matière et des difficultés qu'on a dans une matière précise. Et vraiment, les mathématiques, pour plein de gens, ça a l'air d'être quelque chose d'assez dramatique. Donc ça, voilà. Et puis par ailleurs, enfin, je veux dire, si on ne trouve pas un sens. Et voilà, le jeu, ça peut être une porte d'entrée. Je pense que le conte, c'en est une autre, parce que le conte, il permet de développer des imaginaires, d'aller toucher dans les émotions, dans l'identification aux personnages, enfin, je veux dire, ça peut ouvrir des portes euh, où, euh, Il y a autant de, où- il y a autant de créativité. C'est une créativité qui s'exerce différemment, mais c'est vrai, comme tu le dis, il y a beaucoup de créativité, autant dans les mathématiques que dans les contes. Et cette dimension ludique, elle met en avant, elle rend disponible, elle rend possible oui. l'exercice de cette créativité. Donc voilà, moi je pense qu'il faut pas forcément jouer tout le temps, mais il faut essayer de Mm, rentrer dans le même état d'esprit que, qu'avec les jeux. mm. Et puis, oui, tu avais mentionné aussi cette dimension de l'aventure et Mm. du risque. Et tu parlais du Oui, petit Pousset tout à l'heure, mais c'est un peu ça. oui, oui, c'est une question aussi d'erreur. C'est qu'en fait, c'est Ouais. pareil, c'est dramatique. Enfin, ça va avec la pression. C'est que la pression, ça fait dramatiser l'erreur. Et quand l'erreur est dramatique, on peut pas prendre de risque parce qu'on risquerait de se tromper. Et ça serait un peu dramatique de se tromper. Et donc, Mm, du coup, enfin, effectivement, je pense que c'est très clair pour tout le monde que dans le jeu, bah, des fois on perd quoi, des fois on perd, des fois on a raté, des fois on n'a pas bien fait et que ça fait partie du jeu. On peut pas jouer en réussissant tout le temps. Et ce truc, cet état d'esprit, cette disposition-là, d'être capable de se dire allez, on essaye et puis on verra si j'y arrive cette fois-ci ou pas. Bah, dans les maths, elle est hyper importante parce que mm, ne serait-ce que pour apprendre. Enfin, on peut pas apprendre si on n'accepte pas de se tromper. mm.
Et puis pareil, ça nous met dans des endroits psychologiquement difficiles de pas supporter l'idée de se tromper. Oui, Donc, oui, c'est vrai. Mm. donc oui, oui, les mathématiques, c'est une question aussi d'aller chercher dans des endroits où on ne sait pas ce qu'on va trouver, de se lancer dans une direction qui est peut-être mais complètement fausse, d'avoir une intuition qui est mais à mettre à la poubelle à la fin, on s'en rend rendu compte, mais c'est pas grave, on y va et puis on trouve, quoi, on voit ce qu'il y a à voir. Mm. Et vraiment, ça fonctionne comme ça. Les mathématiques, ça fonctionne pas comme appliquer des choses. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont une idée des maths comme on nous donne la formule, il faut l'apprendre et après on l'applique. Et si on l'a bien apprise, on l'applique sans se tromper. Mais en fait, enfin, c'est vraiment pas ça le- l'activité. Ben, ouais, l'élan mathématique, il est plutôt dans essayer de comprendre par soi-même et de s'approprier de se familiariser, de s'approprier la structure pour être capable d'être autonome dans la compréhension de ça. Ouais, de la manipuler et du coup, pardonne-moi le jeu de mots, mais de jouer avec. Oui, c'est un peu comme si on disait que compter, c'était apprendre une histoire absolument par cœur au mot près et que si Oui, on rate et qu'en fait on ne comprend pas ce qu'on dit, mais c'est pas grave, il faut dire une suite de mots dans le bon ordre. Et ben si on fait ça, très bien, on peut peut-être déballer une histoire et ça peut faire illusion, sauf que si à un moment donné on a oublié un mot, en fait on sait pas rebondir parce que on comprend pas l'histoire et on sait pas la raconter. On l'a pas dans soi. Enfin, c'est un peu vraiment la même chose. C'est de dire par cœur quelque chose qu'on n'a pas intégré. Et ben, c'est pas du tout ça, les maths. Et c'est pas du tout. Enfin, raconter une histoire, c'est pas dire un texte par cœur qu'on comprend pas. Ça, je pense que c'est. Ouais. c'est vrai, et c'est aussi pour ça que c'est important d'amener le conte à l'école pour retrouver aussi et nourrir cette liberté de parole, cette construction. Et comme tu l'as énoncé tout à l'heure par rapport à la singularité qu'on a dans le rapport au sens. C'est-à-dire le sens que l'on donne aux choses, c'est quelque chose qui s'élabore vraiment de manière très personnelle pour chacun. Et c'est la même chose pour l'élaboration de la parole. Mm. Mm. Euh, alors, mais toi, quand même, tu fais cette activité particulière de compter les mathématiques. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu trouves des trames narratives spécifiques pour parler de certaines structures mathématiques? Et alors, on a eu la chance de venir te voir à Lyon pour un spectacle qui parlait de questions géométriques. Mais voilà, est-ce que tu veux bien nous inviter dans ta marmite? Bah, moi, je veux bien vous dire comment je fais, mais je pense que moi, j'ai choisi une manière de faire qui m'intéresse, moi, et me plaît pour des raisons un peu personnelles, et que c'est vraiment pas la seule manière de faire. Donc, Hmm. si je prends du temps pour vous parler de ma manière de faire, enfin, je vais prendre du temps pour vous parler d'un truc qui n'est pas du tout la seule manière. Euh, mais moi, ce que je fais, c'est que je choisis un objet mathématique qui m'intéresse, et que j'aime beaucoup et que j'ai envie de faire découvrir. Et j'essaye de l'incarner déjà, de dire, bah, cet objet mathématique, il va prendre une forme réelle. Ça va pas juste être une bête, enfin, un simple objet abstrait. Ça va être un vrai objet. Par exemple, les polyèdres réguliers, c'est des formes géométriques très importantes que j'aime beaucoup. Et ben, c'est devenu des diamants magiques dans une histoire. Une fractale, c'est devenu un flocon de neige. Un flexagone, c'est devenu une clé. Bon, bref. Et donc, j'essaye de trouver des objets et une action à faire avec ces objets qui correspond à une action mathématique. C'est-à-dire, ces objets, en fait, il y a une action perdue, il faut retrouver les derniers, ou alors cet objet, il faut le fabriquer, ou alors cet objet, il faut apprendre à l'utiliser, etc. Et ensuite, bah, ça me fait ma problématique, bah, on a un objet et il faut le créer, l'utiliser, ou le retrouver, ou le dupliquer, j'en sais rien, et ensuite, bah, cette problématique, ensuite, elle va appeler, mais qui va faire ça, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, il y a toute une histoire qui se crée autour d'un objet mathématique. Voilà, mais par exemple, j'essaye rarement de faire passer des concepts euh, enfin, j'ai plutôt envie de prendre un objet et de le faire découvrir, mais j'essaye rarement de scénariser des problèmes entiers ou des Hmm. concepts mathématiques compliqués. C'est Hmm. vraiment découvrir ça. Vraiment, moi, ce que j'essaye de faire, c'est
faire découvrir un objet. Mais, euh, mais en fait, dans les contes, il y a à la fois les objets mathématiques qui sont présentés sont vraiment peuvent être assez riches et complexes si on voulait les étudier. Et à la fois, dans l'histoire elle-même, il n'y a pas tant de maths que ça, parce que j'essaye pas de scénariser. Et je pense que ça, c'est un truc qui pourrait être très intéressant d'un point de vue pédagogique et qui n'est pas du tout ce que j'essaye de faire. C'est vraiment quand on a besoin de faire passer un concept, de faire passer une idée mathématique, une notion, voire même une démonstration, de la scénariser. Alors, ça ferait des histoires qui seraient peut-être un petit peu tirées par les cheveux, c'est un petit peu artificiel, mais et donc moi, c'est pour ça que c'est pas forcément des histoires que j'ai envie de raconter, mais elles auraient quand même, elles apporteraient de l'aide pour la mémorisation, de l'aide pour pouvoir faire des liens affectifs ou émotionnels avec l'activité mathématique qui est en train de se passer. Enfin, bref, l'histoire, elle permet de mettre du lien pour beaucoup de gens avec la manière dont notre cerveau fonctionne, quoi. Et je pense que moi, il y a vraiment plein de manières différentes dont on peut, euh, dont on peut Mais ouais, créer des ponts. En gros, créer des ponts entre les mathématiques et des activités comme le jeu ou comme les histoires qui nous procurent du plaisir et qui font sens pour nous. En fait, c'est vraiment ça le truc. C'est les gens qui aiment les maths, ils n'ont pas besoin de ça, encore que. Mais en fait, on essaye de créer des ponts et ils sont pas difficiles. Enfin, je pense qu'ils sont pas très difficiles à créer parce qu'il y a vraiment plein de points communs entre les mathématiques et d'autres activités qu'on aime, c'est-à-dire jouer et ou raconter des histoires. Et mais il faut trouver ces petits ponts. mais quand je t'écoute, parce que quand tu dis, les gens qui aiment les mathématiques n'ont pas besoin de ça, c'est un peu Non, comme c'est pas si, vrai. les gens qui aiment les mathématiques, sont spontanément, en fait, dans cette dimension. Ils ont, Oui, bah c'est ils ça. voilà, ils portent ils sont, complètement, immergé Oui, oui. dans, dans cette, il crée, enfin, tu vois, ce que tu racontes dans les types de jeux ou les dessins sur la main ou dans le Mm. dos, enfin, tout Oui. ça, ce sont des jeux de recréation, d'imagination et de recréation. Est-ce que la ruse de Didon, c'est une scénarisation plus élaborée d'une résolution de problèmes ou Oui, pas? ça peut. Oui, oui. Oui, oui, clairement, dans la ruse de Didon, il y a des mathématiques. C'est un des contes où il y a les mathématiques les plus. Il y a un des contes où il y a pas mal de contenu mathématique et un contenu mathématique pas trivial, enfin, je veux dire, assez conséquent. Et oui, oui, euh, clairement, cette chose-là OK, on a une aire donnée, donc on a une peau de taureau. Donc, Didon, elle a le droit je vais peut-être redire la ruse de Didon ce que c'est. Oui. Elle, euh, elle arrive à Carthage et puis on lui dit, oui, oui, très bien, fais ta ville, tu as le droit à un endroit, un terrain aussi gros que ce que la peau de taureau peut entourer. La peau de taureau, un grand taureau, d'accord, mais bon, c'est qu'une peau de taureau, on va pas faire une ville là-dedans, donc c'est vraiment une manière de lui dire très bien, dégage, voilà ce à quoi tu as droit. Et donc avec une aire donnée, elle le transforme en quelque chose qui a un très grand périmètre. Donc déjà, enfin, le lien entre l'air et le périmètre, bah, l'air c'est du 2D, le périmètre c'est du 1D, donc il y a une notion de dimension dedans, de qu'est-ce qu'on peut, quelle est comment est-ce qu'on peut faire une, une, une chose qui a donc c'est ouais, le plus grand périmètre possible, la plus grande longueur possible, et quelle forme permet de faire ça, surtout si on rajoute le fait qu'elle ne doit pas découper, qu'elle ne veut pas coudre, etc. Donc là, il y a vraiment des choses assez intéressantes. Et ensuite, une fois qu'elle a sa très grande lanière, et ben, quelle forme elle va faire pour avoir la plus grande ville possible une fois que le périmètre est fixé. Et donc ça, c'est encore une question mathématique qui est très intéressante. Et bon, mais en fait, encore une fois, dans l'histoire, le raisonnement mathématique n'est pas explicité. Non. Et c'est un peu normal. Moi non plus, j'explicite pas les raisonnements, ou très rarement, parce qu'en fait, les raisonnements mathématiques, il n'y a rien qui se passe dans un raisonnement mathématique. Il y a juste quelqu'un qui pense. Et quelqu'un qui pense, dans une histoire, ça peut être un peu long. Donc en fait, je pense que c'est complémentaire. L'histoire, elle permet de poser des images, de partager quelque chose, d'avoir un cadre commun, d'avoir un récit commun. Et ensuite, quand on est dans la réflexion mathématique,
on peut revenir à ce cadre qu'on a partagé, éventuellement avec un côté émotionnel qui est associé, etc. Mais l'histoire, elle remplace jamais. D'ailleurs, quand on voit nous, le travail qu'on a fait sur le site, enfin, je dis, hein, nous, en l'occurrence, moi, j'ai pas beaucoup participé à ça, donc c'est un travail qui a beaucoup été fait par Christian Merca et Laurence Chenoux de rédaction des fiches mathématiques. Ils sont adossés au compte, mais vraiment, ils ne ressemblent pas du tout à des comptes. Enfin, les fiches mathématiques sont Non, vraiment des fiches mathématiques, c'est bah oui, vraiment des maths, quoi. bah Et oui. en même temps, on pourrait dire, bah, très bien, ça, on peut le faire sans compte. Oui, bien sûr, on peut faire toutes ces consignes-là sans avoir écouté le compte. Elles sont autonomes, ces fiches mathématiques, on n'a pas besoin des comptes. Sauf que si on les fait sans les comptes, ça n'a pas du tout le même impact. Enfin, je veux dire, les comptes permettent de rentrer et de lier et de rester en lien euh, d'une manière que moi, je pense être assez forte. Oui, et puis à t'écouter, j'ai l'impression que, en effet, même si on peut, ce sont des choses séparées. Finalement, quand on expose un problème mathématique, donc on n'est pas encore en train de rentrer dans la pensée mathématique, on expose le problème. C'est déjà une scénarisation, et du coup, avoir cette pratique des comptes qui nous amène à ces situations mathématiques, c'est petit à petit se familiariser avec cette scénarisation nécessaire pour aborder les problèmes mathématiques. Et je voudrais faire un petit pas sur le côté pour parler de cette méthode qui s'appelle les Noun, qui a transformé des nombres en personnages avec une identité qui permet de comprendre comment ils se construisent, comment le 4 et le 2 ont des choses en commun, ou, etc. Donc je vous invite à aller voir chacun sur Internet à travers, vous pourrez trouver des choses sur les Noun. Et pour terminer, alors parce qu'il nous reste assez peu de temps, pour terminer sur cet aspect dans le lien entre les mathématiques et le conte, tu avais évoqué le fait de jouer le conte. Oui, Et et oui, et je pense que là, c'est vraiment un des endroits où on peut trouver une dimension à trois. C'est pas juste maths et jeu ou maths et compte ou jeu et compte, mais vraiment d'utiliser le, le compte comme un support de jeu mathématique et de dire, bah, en fait, il y a certains comptes, et ce que font les personnages, ça a l'air intéressant, on a envie d'essayer aussi, et donc on va nous aussi se remettre dans la place des personnages pour rejouer et refaire et peut-être essayer aussi et puis faire varier, etc., etc. J'ai peut-être deux exemples qui m'étaient oui, venus. ouais. Non, trois exemples. Bref, j'avais quelques exemples où tu dis, ah, en fait, moi, j'aimerais bien me mettre dans la peau de ce personnage, dire, allez, et si j'étais, et donc ça, on voit que ça joue, allez, on dirait qu'on serait des, là. Et en fait, comme on a des comptes où, bah, en fait, les actions que font les personnages sont mathématiques, bah, ça fait vraiment un truc à trois, compte, jeu, maths. Donc, je vous donne les trois exemples auxquels j'ai pensé comme ça rapidement, parce qu'en plus, c'est des exemples vraiment de types mathématiques différents. Le premier, c'est Garbancito. C'est donc le petit bonhomme, tout petit petit. Et donc, en fait, si on essaye de jouer à être Garbancito et essayer de décrire, d'imaginer d'abord pour soi, de ressentir, puis de décrire, puis de faire deviner qu'on se trouve dans une chaussure, qu'on se trouve dans un bol, qu'on se trouve dans... Et donc, le fait de s'amuser à faire des gros changements d'échelle, et ben, en fait, ça serait quoi mon environnement si je me trouve dans une chaussure, comment c'est au-dessus de ma tête, il y a la lumière au loin, c'est mou, enfin, et donc, je trouve que par exemple, cette histoire, et ensuite on peut inventer voilà, des jeux de devinettes, je donne des indices sur mon environnement et l'autre, c'est seulement que je mesure 2 centimètres. Voilà, donc ça, c'est par exemple un support de jeu qui est mathématique et qui se base sur un personnage d'histoire. Euh, un autre, c'était Le loup et les sept chevreaux. Alors, j'ai un peu une idée. Je saurais pas dire exactement. Enfin, j'ai pas réfléchi en détail à un vrai jeu bien formalisé, mais quand même le moment où le loup
fait semblant d'être la mère. Premièrement, il monte patte blanche, mais la voix, ça va pas. Puis ensuite, la voix. Enfin, il y a vraiment un aller-retour entre le loup et les chevreaux de mais montre-nous ci, mais montre-nous ça. Et le loup, qu'est-ce qu'il doit faire comme stratégie, qu'est-ce qu'il a préparé en amont. Et donc, en fait, ce truc-là, ce dialogue entre le loup et les chevreaux, c'est des questions à la fois de preuve, en fait, prouve-nous que, et alors comment est-ce qu'on prouve quelque chose? Il faut vérifier un certain nombre de caractéristiques, de propriétés. Comment est-ce que je prouve qu'une forme est un carré? Et il faut qu'elle ait quatre faces. Comment est-ce que je classifie? C'est la question à la fois un peu de preuve et surtout de classification de quelles sont les propriétés nécessaires, suffisantes pour bien être la maman chèvre ou ce que vous voulez. Ça peut jouer en fait dans le dialogue entre le loup et les chevreaux. Et donc ça, je pense que reproduire ce type de dialogue, on va être dans le cadre du jeu, parce que du jeu, même que du jeu théâtral, du jeu d'impro, etc. Et à la fois, on va ça va être basé sur les personnages de cette histoire on va imiter, et on va se mettre à faire des choses qui sont très mathématiques. Et le dernier que j'avais repéré, que je pense pourrait jouer beaucoup, c'est la parabole de l'éléphant, où donc il y a des aveugles qui touchent tous un éléphant, mais il y en a un qui touche la queue, un qui touche les pattes, un qui touche la trompe, un qui touche l'oreille, et ensuite ils sont pas du tout d'accord pour ce qu'ils ont vu. Il y en a un qui dit moi c'était un serpent, non c'était un mur, non c'était je sais plus, enfin bref, et chacun et donc cette chose là on prend quelque chose qui est suffisamment complexe où les yeux fermés, chacun a accès à un tout petit bout de l'information et on doit essayer de faire mieux que les aveugles et de se parler pour essayer de mettre en commun nos informations. Par exemple, si on prend, je sais pas, une roue de vélo et qu'on autorise un enfant à toucher vraiment juste le centre, d'autres le pneu, d'autres un rayon, ils vont pas du tout avoir vu la même chose, et le fait de mettre en commun leur, euh, leurs informations, euh, voilà, c'est pareil, ça va jouer parce que il y a un côté totalement enfin, je veux dire, sans application stimulant, hors cadre, pas hors réalité, et qui est basé sur le jeu sur l'histoire de la parabole de l'éléphant et qui est pareil, très mathématique. Voilà, donc j'ai donné 3 exemples qui me sont venus comme ça quand j'ai parcouru notre bibliothèque de contes, mais je pense que on peut, en fait, beaucoup de contes, tous les contes où où les mathématiques viennent d'une action du personnage, il y en a plein qui peuvent être reproduits et déclinés, et que ça se fasse sous forme de jeu. Mhm. Bon, écoute, je te remercie beaucoup parce qu'en effet, on a balayé là ce soir euh, beaucoup de d'angles par lesquels on peut aborder le jeu autour des mathématiques et des contes. Euh, Peut-être que pour ne pas déborder trop dans notre horaire, et ce serait le moment, si tu es d'accord Marie, pour qu'on laisse la parole à nos auditeurs. Et Absolument, alors, je suis si d'accord. parmi vous, il y en a qui ont des questions, ce serait le moment de vous manifester à travers soit le chat, ou bien en faisant un signal. On peut réagir quand on sent, voilà, avant d'ouvrir votre micro, ne serait-ce que pour qu'on puisse ouvrir votre micro au bon moment. Vous pouvez réagir en levant la main ou voilà, en faisant signe, en demandant la parole. Donc, si vous avez des questions, on serait très heureux d'interagir avec vous ou partager simplement une réflexion qui vous est venue pendant au fil du webinaire. Alors, Monsieur Kern, merci pour tout, très nourrissant pour enseigner encore mieux auprès de mes élèves. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais si vous allez sur le site internet
de Mythes et Maths, il y a un petit onglet Rejoignez-nous, Monsieur Kern, et si vous voulez, vous pouvez vous inscrire de cette manière avec une demande particulière pour recevoir le dossier pédagogique complet ou être informé par rapport au guide, etc. N'hésitez pas, ou si vous voulez tout simplement faire l'expérience de manière régulière pendant un mois ou deux sur votre année et répéter cette expérience 2 ou 3 ans de suite. Nous sommes à la recherche d'enseignants qui ont envie de rentrer dans le projet et de participer avec nous à le faire grandir par les retours, par les retours d'expérience. Voilà. Il y avait en cours de webinaire une remarque de Nathalie qui disait: Je suis d'accord, mais ça va à l'encontre de ce qu'on nous demande de faire, des maths explicites. Euh, je ne sais pas ce que c'est les maths explicites. Moi aussi, je comprends pas ce que c'est cette notion de maths explicite. Alors, je veux bien prendre la parole. Alors, donc, les maths explicites, c'est un petit peu une réaction euh, contre les mathématiques basées sur la résolution de problèmes, en particulier. Donc, les maths explicites, c'est plutôt du côté behavioriste, quoi, un petit peu comme on dresse un chien, quoi, disons. Voilà, c'est-à-dire fais comme ci, fais comme ça, et puis voilà. Et on modèle, on montre comment il faut faire, et puis après, on répète le modèle. Et ça marche très bien pour des aspects techniques, mais ça marche quand même vraiment beaucoup moins bien quand il s'agit d'avoir de la créativité d'explorer des choses inconnues. Et donc, la tradition française est plutôt basée sur la résolution de problèmes et elle est vraiment en attaque, en particulier parce qu'on a des très mauvais résultats à PISA qui sont moins bons que beaucoup d'autres pays. Donc, on ne réussit pas à bien enseigner les mathématiques. Donc, effectivement, il faut sûrement changer quelque chose. Donc, peut-être que ça provient en particulier du fait que la résolution de problèmes, enseigner, former les enseignants à la résolution de problèmes, eh ben, c'est pas si facile que ça. C'est beaucoup plus difficile d'être un enseignant de former un bon enseignant à la résolution de problèmes qu'un bon enseignant à la méthode explicite. Voilà. Donc il y a peut-être ça qui est en question, étant donné qu'on réduit les budgets de la formation. Euh, ben, dire fais comme ci, fais comme ça coûte moins cher, c'est plus efficace si on donne pas de moyens à la formation. Voilà. Est-ce que je peux poser une question complémentaire? Ben, vas-y, Marie. Est-ce que on sait si le fait d'apprendre les maths en répétant, en reproduisant des choses, enfin, en appliquant des formules, ça permet par induction de finir par avoir les concepts, ou on n'a jamais les concepts si on a fait que... Si, ça permet quand même d'avoir les concepts. Le truc, Ok, c'est que si tu as un bon prof, enfin, quand c'est bien fait, l'enseignement par résolution de problème, c'est plus efficace. ok, Même pour les élèves en difficulté, en fait, hein. ok, Mais le problème, c'est que c'est difficile de bien le faire. Voilà. d'accord. Et c'est plus ça la question. Ok. Christian, moi je veux bien que tu réexpliques ça pour mon esprit qui n'est pas très aguerri aux mathématiques. Tu es en train de dire que quand on est dans une pratique des mathématiques explicites, pour les gens qui sont moins à l'aise avec les mathématiques, lorsque c'est bien fait, c'est plus aidant, c'est plus soutenant et ça permet mieux de rentrer dans une compréhension véritable des concepts mathématiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais sauf que la 21 heures a passé et Ok. je risque de me faire sortir par là, Tu vas te transformer en par citrouille. l'alarme. Voilà. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Quelqu'un a demandé comment contacter Marie L'Huissier. Donc j'ai mis le lien vers son site internet.
Vous pouvez retrouver toutes ces actions, ces réalisations, son parcours, vous inscrire sur sa newsletter ou la contacter directement, bien sûr. Et puis, vous pouvez, comme je l'ai mentionné avant, aussi le faire au travers de Rejoignez-nous sur le projet Mitémat, puisque on renvoie vers des formations au projet à utiliser l'outil Mitémat, des formations qui sont données par exemple, là, il y en a eu une par l'APM, La PMEP. voilà, EP de l'IREM. Il y en aura d'autres. Il y en a qui vont être donnés par le COA, d'autres qui vont être mises en place, qui existent déjà d'ailleurs à Saint-Étienne par Laurence Chenoux. Voilà, il y a différentes activités de ce type et bien sûr, on les répercute à la demande pour vous permettre bien dans votre quand vous le souhaitez, et bien de nourrir ce projet, de le construire en trouvant les partenaires adaptés. Alors, puisqu'on arrive à 21h02 et avant que notre administrateur de vidéo se transforme en citrouille, s'il n'y a rien d'autre, eh bien, je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe de la Grande Oreille et de toute l'équipe Mitémat. Merci beaucoup Marie pour ta disponibilité, ta générosité et pour ce parcours vraiment intéressant et qui est alléchant, qui donne envie d'aller jouer avec les mathématiques et les comptes. Et merci à vous tous d'être là, car votre présence est très stimulante pour nous et on le fait pour et avec vous aussi. Bonne fin de journée et sachez que ce webinaire sera en replay très prochainement. Merci beaucoup.